Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de RSE et du rôle des directions juridiques. Alors pour parler aujourd'hui du rôle des directions juridiques dans les sujets RSE, j'ai le plaisir d'accueillir Tiffaine. Donc bonjour Tiffaine. Bonjour Charlotte. Donc, Tiffaine Delacroix et tu es Deputy Board Secretary and ESG Legal Manager au sein de Pernod Ricard. Alors, merci beaucoup d'être ici avec moi. Alors peut-être, est-ce que tu peux commencer? Alors Pernod Ricard, je pense que tout le monde connaît, mais tu peux peut-être rapidement remettre les grandes lignes de ton entreprise et surtout ton rôle dans la direction juridique aujourd'hui. Alors Pernod Ricard, c'est le numéro 2 mondial des vins et spiritueux. On a un large portefeuille de marques, on a une présence mondiale qui est assez unique. Certaines de nos marques iconiques, notamment en France, c'est le Ricard. Et on est issu d'une fusion entre deux sociétés qui sont Pernod et Ricard, avec effectivement une présence mondiale. Ensuite, mon rôle, donc moi j'ai intégré la direction juridique il y a 13 ans. J'ai d'abord été en charge des questions de gouvernement d'entreprise, où j'ai assisté le directeur juridique sur ces problématiques. Ensuite, je suis passée pendant quelques années en compliance et en M&A. Et ensuite, je suis revenue à mes premières fonctions, donc en gouvernement d'entreprise. Et récemment, j'ai pris, depuis 1 an, les fonctions de ESG Legal Manager, où là, je me concentre sur l'évolution croissante des réglementations RSE et le rôle que doit jouer ou peut jouer la direction juridique sur ces problématiques. D'accord, parfait. Et donc, d'après toi, donc déjà, quel doit être le rôle de la direction juridique sur des juristes en général, hein, au niveau corporate comme peut-être au niveau filial, puisqu'il peut y avoir un décalage. Et comment finalement intégrer ces enjeux RSE, ces nouvelles réglementations RSE, dans les processus internes aux entreprises? En fait, la réalité, c'est que ce que j'essaye de dire, moi, au quotidien, c'est qu'il ne faut pas anticiper ces problématiques-là d'un point de vue totalement juridique. C'est-à-dire que si on pense que c'est de la compliance uniquement, on n'aura pas l'aide de nos filiales. Effectivement, il y a une réglementation croissante, mais cette réglementation croissante, elle a un objectif qui est de modifier les pratiques des sociétés et de s'assurer qu'on a une pérennité des systèmes qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, le rôle de la direction juridique, je pense il est pas moteur, mais c'est une grande aide. Et je pense qu'aujourd'hui, typiquement, si on prend la problématique du devoir de vigilance, c'est une problématique qu'on connaît à la direction juridique depuis de nombreuses années. Maintenant qu'on l'a prise, parce que nous, on est en train de revoir notre plan, maintenant qu'on l'a prise en main au niveau du juridique, l'avantage, c'est qu'on a peut-être des process qui sont plus clairs, qu'on a déjà mis en place un certain nombre d'éléments. Si on prend par exemple la compliance avec la loi Sapin 2, donc on connaît des étapes, on peut convaincre un certain nombre de personnes. Et c'est vrai qu'en venant de la direction juridique, on a un discours qui est peut-être plus carré que lorsqu'on vient des opérationnels stricto sensu. Et moi, mon objectif à terme, c'est de continuer à suivre effectivement cette réglementation croissante, mais de modifier la manière dont on anticipe le business chez Pernod Ricard. Et pour ça, bien évidemment, on a besoin de leadership, notamment sur tous les aspects opérationnels. Et on a besoin du soutien des directions RSE lorsqu'elles existent, qui elles aussi ont un rôle en fait très transverse et diverse. Et tu as aussi une mission liée à la gouvernance d'entreprise, donc, et par rapport précisément à ces organes de gouvernance, est-ce que tu vois déjà plus de sensibilité au sujet et comment un peu les embarquer, on va dire? Alors, ce qu'on voit, nous, c'est qu'un tone from top, comme on appelle ça, c'est essentiel. Effectivement, le rôle du conseil d'administration dont je m'occupe, effectivement, avec le secrétaire du conseil, est clé. On voit qu'ils sont sensibilisés de par leur fonction d'administrateur, mais aussi parce qu'ils sont dans d'autres conseils d'administration qui eux-mêmes sont sensibilisés. Donc il y a un peu un phénomène positif qui se crée. Et effectivement, en termes de gouvernement d'entreprise, on voit
que les conseils d'administration commencent à véritablement comprendre leurs responsabilités lorsqu'ils pensent stratégie long terme de l'entreprise, parce que finalement, c'est ça les problématiques RSE, c'est la stratégie long terme de ton entreprise, est-elle viable ? Alors, tu as travaillé dans les M&A. Moi, je pense que c'est un vrai sujet, parce que ce que je vois en tout cas chez mes clients, c'est que les enjeux RSE ne sont pas intégrés à leur juste valeur. On rajoute quelques petits critères comme ça, isolés sur des choses évidentes, mais on n'arrive pas vraiment à capter le risque lié aux fusions-acquisitions et aux entités qu'on achète. Pour toi, quelle devrait être la bonne gestion des risques donc liés dans les processus M&A? Quelles pratiques vous avez ou vous allez développer chez Pernod Ricard? Je pense que la réalité, c'est que en fait, le fait que ces éléments-là soient intégrés aujourd'hui au M&A, c'est un peu à l'image de tout ce qui se passe au niveau du monde. Pendant très longtemps, on a vu les sociétés d'un point de vue financier. Quand on regarde la santé d'une société, on regarde sa santé financière, à date. Avec la CSRD notamment, demain, on regardera sa santé extra-financière également, qui inclura l'ensemble des problématiques RSE. Et je pense que c'est la manière dont on réfléchissait le M&A auparavant, c'est-à-dire qu'on se concentrait quand même majoritairement sur l'impact positif d'une acquisition ou d'une cession sur ton chiffre d'affaires, ta top line, ta bottom line. Et je pense qu'aujourd'hui, demain, il va falloir intégrer l'aspect financier, mais à l'aune de la pérennité du système que tu décides d'embarquer, d'intégrer par exemple en M&A. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a décidé, c'est typiquement sur les due diligence, d'intégrer des véritables due diligence sur les problématiques de droits humains, santé et sécurité et également environnement lorsqu'on fait des acquisitions. Donc partir dès l'amont pour éviter qu'en aval, ça pose problème. Et c'est facile Alors, est-ce que c'est facile? Je ne sais pas, parce que on n'a pas encore commencé. Non, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi au niveau même là, dans la stratégie d'acquisition même, enfin après ça dépend évidemment de la stratégie globale RSE et peut-être la formation des équipes en fait. Non, alors ça, typiquement ça, pour le coup, ça ne relève pas de mon scope, mais ça a été fait, c'est-à-dire que nous, on a des équipes en interne et notamment on a fait un très gros travail sur le climat et l'impact du climat, notamment l'impact que ça allait avoir sur nos ressources physiques, mais également sur le coût de nos ressources à horizon moyen terme. Et effectivement, il y a eu des réunions, notamment avec l'équipe M&A et stratégie, pour savoir quelles seraient les bonnes stratégies d'acquisition au regard de ces conclusions. Et effectivement, je pense que la réalité, c'est qu'en fait, les problématiques RSE, elles sont au confluent de tous les domaines. Et il faut que les gens qui travaillent dans la RSE comprennent qu'ils doivent toucher un peu à tout et sensibiliser des gens et changer des mindsets. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut être patient, mais que certainement ça marchera à terme. Oui, et puis le travail sur la CSRD, qui est là pour le coup vaut pour toutes les entreprises, est censé vous donner cette visibilité sur vos modèles, sur la durabilité, etc. C'est un travail extrêmement lourd. Et puis là, il y a une responsabilité du conseil d'administration qui est inclus de facto, qui va encore une fois faire des pratiques de plus en plus positives. Et donc, tu as un peu évoqué les relations avec la RSE, mais de manière générale, les relations avec les autres directions sur ces sujets. Donc moi, des fois, j'entends que les juristes ont une vision vraiment de protection de l'entreprise et qui ne sont pas forcément encore assez éclairés ou initiés sur ces sujets. Pour autant, tu l'as dit, ils ont quand même un poids et on les écoute dans l'entreprise. Donc, quelles sont les relations? Comment faire en sorte que tout le monde parle un langage commun, une vulgarisation peut-être des enjeux juridiques, à l'inverse, une connaissance des enjeux RSE pour les juristes? Qu'est-ce qui pourrait marcher? En fait, je pense qu'il y a un vrai curseur à trouver. Et effectivement, je pense que dans les profils des juristes, il y a un curseur aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quelqu'un... déjà, je pense que le métier de juriste de demain, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Donc, je pense que peut-être que ce qui a facilité mon adaptation au monde de l'entreprise, c'est que j'y suis née. Moi, j'ai pas été avocat. Je suis un pur produit Pernod Ricard. Je vis le business, je pense business. C'est vrai que je pense peut-être qu'aujourd'hui, dans l'impact que je peux avoir dans la société, on m'écoute parce qu'on sait que je suis née au sein du business et que je ne suis que le fruit du business. Je pense pas qu'on soit des empêcheurs de tourner en rond. On est extrêmement pragmatique à la direction juridique de Pernod Ricard. On est très écouté, ça c'est vrai. Je pense qu'en revanche, quand on vient nous chercher, on sait qu'on aura effectivement un impact peut-être plus lourd. Aussi parce qu'on a une direction juridique qui est au sein du comité exécutif. C'est pas ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés du CAC 40. Donc on a une direction juridique qui est écoutée, représentée et qui lead vraiment sur ces aspects-là et sur ces problématiques business.
Et par rapport aux parties prenantes externes, donc vous avez de plus en plus, enfin les entreprises en général ont de plus en plus de demandes, des investisseurs, des agences de notation, etc. Est-ce que on vous sollicite pour un regard sur les réponses et où aller parler peut-être à ces parties prenantes Moi, j'ai vraiment vu une évolution de ces pratiques depuis 3-4 ans. Effectivement, comme je te le disais, je pense qu'avant, on regardait la santé financière uniquement d'une société et que demain, on regardera sa santé financière et extra-financière et que ce sera réfléchi comme des éléments fondamentaux et pas comme quelque chose de nice to have, extra-financier. Nous, on fait ce qu'on appelle des roadshows gouvernance. Et ces roadshows gouvernance, ils se concentrent notamment sur les aspects gouvernement d'entreprise, donc la manière dont on anticipe notre conseil d'administration, sa structuration, etc. Et on voit depuis 3 ou 4 ans, pendant ces roadshows qu'on fait donc auprès de nos investisseurs, auprès des agences de conseil en vote, on voit quand même une véritable évolution des questions sur la RSE. Comment votre conseil d'administration anticipe ces problématiques-là et comment, dans l'entreprise, vous l'anticipez également et quels sont les enjeux de demain. Et je pense que l'exemple concret chez nous, c'est que cette année, dans notre roadshow, on avait notre nouveau CSO qui nous a, donc Chief Sustainability Officer, qui nous a, on fait tout en anglais, qui nous a accompagnés pendant ce roadshow qui est fait avec notre administratrice référente indépendante. Donc c'est quand même un très grand message. Et effectivement, les questions des investisseurs deviennent de plus en plus précises. Je pense que c'est ça aussi l'élément à prendre en compte, c'est que l'extra-financier de demain, il a besoin du financier d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les profils de personnes qui regardent notre santé extra-financière, ce sera des financiers qui vont être extrêmement méticuleux. Et donc je pense que ça, c'est extrêmement important. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. De ce témoignage. Et c'est fini pour aujourd'hui et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.